Merci d'être là. Donc on va faire un petit tour dans mon travail. Donc je vais préparer quelques images et puis après on pourra éventuellement en parler si vous avez envie. Voilà, donc ça commence, j'ai 5-6 ans. Alors, je ne savais pas que c'était un chapeau de magicien que j'avais à ce moment-là, mais je suis en vacances chez mes grands-parents à la campagne en Anjou, près d'Angers, et mon parrain, je suis en vacances avec mes cousins et mon parrain, qui est un grand escogriffe de 1,95 m, qui adore nous emmener dans les bois et tout, et un jour en revenant de balade comme ça, il se propose de me faire disparaître un œuf sur la tête. Donc moi, tout gamin, tout curieux et naïf, du haut de mes 5 ans et tout, je suis tout à fait ravi et tout. Donc je me mets au centre de la grange, enfin de la remise. J'ai su longtemps après que c'était pas une armise, c'était la remise. Et me voilà donc au milieu avec un œuf sur la tête et un mouchoir dessus, et mon oncle qui fait des grands signes d'Indien et tout, qui, évidemment au bout de 3 tours, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a fait un grand coup sur la tête et moi je me retrouve avec l'œuf et je me fais engueuler par ma grand-mère, je prends une taloche parce qu'on a gaspillé un œuf et tout. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée donc vers 6 ans, que j'ai bien sûr oublié parce que voilà, c'était pas très glorieux de ma part d'avoir été naïf comme ça. Et puis bon, après arrivent les études, les classes prépa, la licence de physique, un peu d'enseignement, un CAP de menuiserie, je travaille comme journaliste, je pars en année sabbatique au Québec en 82, et je commence à ce moment-là à peindre, à dessiner, à peindre, parce que j'ai 28 ans, j'ai jamais eu de velléité artistique, j'ai bien vu que j'étais un peu créatif et tout, mais je veux m'installer à Montréal, ça ne fonctionne pas, et donc je m'installe dans l'endroit de France le plus proche de l'étranger, donc Paris. Je m'installe ici, et puis je rêve d'aller à la Villa Médicis à Rome et tout. Rêve absolument vain. Et un jour, en désespoir de cause, à cause de ce refus, je vais faire une émission à France Inter sur un livre que j'ai découvert 10 ans auparavant qui s'appelle Le Yiking, qui est un livre, un vieux classique chinois. Je vais en parler pendant 1 heure à la radio. Et à ce moment-là, je décide, parce que en arrivant à Paris, j'ai continué à dessiner, à peindre, mais je me suis un peu auto-initié à la peinture à l'huile, avec notamment un livre de Xavier de Langlais, que vous connaissez peut-être tous, qui est toutes les recettes de cuisine et de peinture et tout. Et à ce moment-là, je décide de peindre avec ce matériau qui m'attire et qui m'intéresse beaucoup, qui est la pensée chinoise ancienne, le taoïsme, le Yiking, donc le livre du Yi, et je commence à travailler avec ça. Et donc je commence à travailler sur un motif très présent dans la culture chinoise, mais très présent dans toutes les cultures, qui est le motif de la spirale, qui est le motif qui est un peu le motif pour moi générique du vivant, parce que quand on dessine une spirale, en réalité on en dessine 2, puisque quand on dessine la spirale, on dessine l'intervalle qu'il y a entre les spires de la spirale est aussi une spirale. On en voit ici une trace là où effectivement. Alors je crée ce motif vers 88, 90, 91, où c'est une spirale qui tourne dans un sens comme ça, puis qui à un moment elle change de sens, et ainsi de suite. Donc il y a 2 spirales là au centre, mais elle tourne et puis elle change de sens, et on retrouve un peu le motif générique du tai chi, du yin-yang. Donc je fais cette création et je commence donc à vraiment travailler, ça c'est un grand format, je commence à travailler sur ces motifs plutôt, pas abstraits, parce que pour moi c'est très concret, mais disons un peu symboliques, quoi. Et puis un jour je commence à travailler beaucoup sur l'idée de dualité, de yin, de yang, et puis un jour je travaille sur une série qui s'appelle Le Visible Caché. Je veux m'interroger sur ce qu'il y a dans la peinture. Et entre autres, je travaille, comme j'ai pas beaucoup de moyens à l'époque,
j'ai récupéré des sacs postaux, je travaille sur des sacs. Je peins des sacs qui sont des sortes de socles pour des sculptures, parce qu'il y a des choses qui sortent du sac. C'est une façon plastique d'interroger quel est le contenu de la peinture. Et donc un jour, je veux faire voilà, vous avez ici un sac postal, et je veux faire une sculpture qui s'appelle la musique des œufs. Voilà, une idée. Et donc je décide, à chaque fois que je mange une omelette, de garder les coquilles. Et donc on fait ça, voilà. Donc, et les coquilles s'accumulent dans la cuisine, et puis un jour, je me dis, ben, tiens, au lieu de casser les œufs, quand je fais une omelette, au lieu de casser les œufs, si je les vidais. Et donc, je fais ça quand on était môme, et donc, de petits trous, on souffle, et donc, voilà, et tout d'un coup, je vide des œufs, et puis, il y a un pot de fleurs avec un ressort de sommier dans l'atelier, je tire dessus, j'enfile les coquilles d'œufs, et tout d'un coup, il y a un lien qui se fait entre la spirale et puis les lignes d'œufs. Là, on est là au début des années 90. À un moment, je perds mon atelier, et puis j'ai l'occasion de faire une exposition à la Halle des Blancs Manteaux. Ça s'appelait Rêve de poubelle, c'était le début des expositions sur les matériaux recyclables et tout, recyclés. Et là, je fais une installation à partir de sable et d'œufs plâtrés comme ça, et quelqu'un me dit « Ah, mais tu as été au Sénégal et tout », j'ai jamais mis les pieds au Sénégal. Et me dit « Ah, mais ça, c'est une technique de maraboutage sénégalais, vous mettez des œufs dans le sol et tout ». Donc tout d'un coup, instinctivement, comme ça, un peu intuitivement, je me réapproprie ou je réinvente une sorte de rituel un peu de marabout. Et donc là, comme je m'intéresse beaucoup à la Chine, donc qui est l'empire jaune par excellence, et que je suis de naissance blanc, je trouve que l'œuf, tout d'un coup, illustre bien ce mélange qu'il y a entre les blancs et les jaunes. Et donc, comme j'ai aussi une formation de physicien, ça m'intéresse de confronter une pensée plutôt scientifique, rationnelle, cartésienne, illustrée par la binarité de notre monde moderne qui est le 0 et le 1 dans l'informatique. Et donc, voilà, l'œuf va devenir une sorte de modèle de cette dualité. Et là, tout d'un coup, j'ai l'idée d'utiliser des œufs blancs et des œufs roux l'idée, c'est de donner à voir ce qu'il y a dans l'œuf. Dans l'œuf, il y a du blanc et du jaune. Le fait tout d'un coup de... Et tout d'un coup, le fait d'utiliser des œufs blancs et des œufs roux va me permettre de donner à voir quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. On rejoint l'idée du visible caché. On rejoint aussi des préoccupations, comme j'ai une formation de physicien, je m'intéresse par exemple à cette histoire de matière noire qui est invisible dans l'univers, qui est à la fois omniprésente et on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on retrouve l'idée du visible caché aussi de... Qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible. On retrouve des thèmes qu'on retrouve dans Le Petit Prince, sur l'invisible, sur... Donc là, voilà, là c'est un jour, je dois faire une grande installation, ma première grosse installation qui est un escalier d'œufs à Metz, dans le cadre d'une intervention pendant le quart d'un week-end, l'art dans la rue. Et donc je vide un millier d'œufs, donc ça prend un peu de temps. Et puis là, comme j'en profite en attendant pour en même temps faire des photos quand je suis en train de préparer ce travail. Et alors là, une des premières, avant d'aller marcher sur des œufs sur un escalier d'œufs à Metz, l'image suivante, avant je fais une petite digression. Je suis quand même un artiste qui s'intéresse aussi au monde d'aujourd'hui, et un jour dans l'IB, il y a un message d'Amnesty qui me dit qu'avez-vous à dire sur les droits de l'homme. Et je me dis, tiens, j'aime beaucoup, comme j'ai une formation de physicien, j'aime beaucoup les grands chiffres et tout, donc je vais dire le nombre d'humains passés sur la Terre depuis que la Terre existe. Donc je me renseigne, je contacte l'INED, l'Institut national d'études démographiques,
Et j'apprends qu'à peu près tous les instituts démographiques évaluent à peu près à 100 milliards le nombre d'humains passés sur la Terre depuis que la Terre existe. Et là j'imagine une installation que j'appelle le premier œuf, et j'ai la chance de pouvoir l'exposer en octobre 96 pendant un mois et demi à la Cité des Sciences de la Villette, et où j'exploite vraiment cette histoire de dualité de couleurs d'œufs blancs et d'œufs roux, et je crée un échiquier de sable blanc et de sable roux, et en mettant des œufs roux sur du sable blanc, et je parle de la légende de Cessa, qui est la légende qui a présidé à l'invention des échecs. Vous savez, on met un grain de riz sur la première case, on double à chaque fois, et c'est une légende indienne, et le savant demande au Maharaja de lui donner autant de grains qu'il y aura sur la 64e case de l'échiquier, et le Maharaja lui dit oui, et quand il se rend compte ça fait je crois 9 milliards de milliards, donc il se rend compte que c'est absolument impossible de faire ça. Enfin, il promet au savant de faire ça, mais à condition que ça soit lui qui compte les grains de riz. Bref, je prends cette légende et je l'adapte à un échiquier de 36 cases, et donc ça fait 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Et au fur et à mesure, les œufs se cassent. Les œufs se cassent et on arrive sur la 36e case, ici, où on a une chromatie blanc et rouge qui est complètement différente du départ. Et l'idée, c'est que comme là on est à 68 milliards, la case suivante, on est à 136 milliards, et comme le nombre d'humains est évalué à 100 milliards, si les gens passent sur cette case, ici, ils viennent remplir la 37e case. Donc c'est une installation que je fais donc, en octobre 96 à la Villette. Et à 4 ans de l'an 2000, je me dis, ça va sûrement marcher à un moment de l'an 2000, d'avoir un regard comme ça sur la population humaine. Que nenni, il n'y avait pas à l'époque les moyens d'internet et tout, mais j'ai beaucoup démarché cette installation pour pouvoir la reproduire dans des musées ou dans n'importe quel coin du monde, mais je n'ai jamais réussi à la faire. Je l'ai reproduit une fois en 2009 à Cannes, dans une médiathèque, grâce à une amie qui avait une artothèque là-bas, mais autrement, je n'ai jamais réussi à la reproduire. Mais bon, peut-être que ça arrivera encore de nouveau un jour. À un moment, comme j'ai un peu étudié le chinois pour justement étudier ce livre Le Yiping, j'ai donc fait suivi des cours de chinois, j'ai fait un peu de calligraphie et tout, et je suis passé donc des œufs aux œufs, si j'ose dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai fait tout un travail sur la calligraphie, une sorte de calligraphie qui réinvente un peu le visage à partir de 4 traits. Donc voilà. Donc là, ça c'est un montage que j'ai fait à partir d'un book que j'ai fait quelques années plus tard, mais je décline en différentes formes cette idée de les œufs, c'est toute la population, avec l'idée aussi que c'est un tableau qu'on peut donc identifier à un petit visage, aller voir quelle expression il y a, mais on ne peut jamais voir la globalité. C'est un peu l'image d'Internet aujourd'hui, où on peut être relié à plein de visages, à plein d'écrans, mais on ne peut jamais voir une globalité de l'ensemble. Voilà, donc je décline ce motif comme ça sous moult formes. Là, dans une peinture plus grande, donc oui, elle date de 91, donc l'idée a suivi son chemin, mais elle était déjà en germe au début des années 90. Où là, je fais plein de visages qui sont jumelés 2 à 2, avec en même temps une espèce de signature qui est le 1 et le 0, qui était comme si c'était le code fondamental de cette binarité. Voilà, donc en 98, je fais une grande exposition à la Maison des Arts de Créteil, et donc je fais une toile où je fais 10 000 petits visages, parce qu'en chinois, les 10 000 lettres, c'est une formule pour parler de l'humanité, de tous les êtres vivants sur la Terre. Et donc là, à l'époque, j'ai un atelier dans une ancienne usine à Saint-Maur, et donc je passe beaucoup de temps à faire cette toile de 10 mètres de long. «
Alors, cette histoire de dualité, évidemment, on peut comme j'ai fait un glissement des œufs aux œufs et des ailes aux ailes, donc j'aime bien jouer avec les mots, donc là, les œufs, j'ai été gâté, parce qu'entre les îles et les ailes, les œufs et les ailes, bon, il y avait de la matière. Et cette dualité aussi, elle peut s'appliquer, on en reparlera tout à l'heure, c'est dans la notion d'antre qui nomme cette exposition présentement. Elle peut s'appliquer à différents couples, le jour et la nuit, le soleil et la lune, le ciel et la terre, le masculin et le féminin, je et tu. Et donc là, je transcris il y a l'idée que dans le duo, dans un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que il y a le 1, mais à partir du moment où ces deux pôles sont en relation, il y a un espace entre les deux, et le 1 donne le 2, c'est le livre du Tao le dit, le 1 donne le 2, à partir du 2 naît le 3, et à partir du 3 peuvent naître les 10 000 êtres. Donc il y a l'idée qu'il y a un espace, cet antre, c'est l'espace qu'il y a entre deux pôles d'un duo, entre guillemets. Et là, je travaille beaucoup sur cette figure que j'appelle un baiser, qui est à la fois deux visages et qui donne une forme de matérialité colorée à cet espace qu'il y a entre deux. Comme j'aime bien jouer avec les mots, là je m'amuse à faire une installation en 1994 dans une galerie à Nantes à faire un équilibre entre le je et le tu, et avec une installation avec on retrouve l'idée des sacs, donc qu'est-ce qu'il y a dans la peinture, et puis plein de petites installations qui sont des bouteilles, symboles de convivialité et d'échange entre deux personnes, et qui sont aussi des petites balances où il y a marqué je et tu sur chaque petit sac. Voilà, une autre. Alors, là, on est beaucoup plus tard. C'est un motif qui me poursuit et qui me poursuit encore aujourd'hui. Enfin, que je poursuis encore aujourd'hui. Là, avec un diptyque où je travaille aussi à l'époque beaucoup avec des châssis à bord cintré comme ça, et où je fais apparaître un espace dans l'espace de la toile qui crée un vide et en même temps qui anime la toile. Et à partir de cette idée d'œuf et de plume, enfin, j'étends cette idée de coquille d'œuf parce que c'est un travail à la fois en même temps sur le fragile, donc sur l'écologie du vivant, sur la forme du vivant. D'un coup, j'associe aux œufs, j'associe des plumes, et une façon plastique et ludique et humoristique, donc faire se peut, de résoudre un peu la dialectique de l'œuf et de la poule, puisque la plume c'est la poule et l'œuf c'est l'œuf, donc voilà. Et donc je vais faire un certain nombre d'installations, par exemple celle-ci en 2012 dans le cadre du Génie des Jardins, où j'accroche dans les arbres du square de la Roquette un certain nombre de flèches d'œufs et qui se dirigent vers des sortes de cibles en forme de plumes qui peuvent faire penser à des fleurs, à des animaux. Voilà, donc là, on revient à ce dont je parlais tout à l'heure. La première grosse installation avec des œufs, c'est donc cet escalier d'œufs qui est installé pendant un week-end à Metz. Donc j'ai fait des espèces de brochettes d'œufs blancs et roux, avec les œufs roux qui font les marches et les œufs blancs qui font les contre-marches. Et c'est un gros boulot de préparation. L'anecdote, c'est que j'avais fait une grosse boîte pour transporter les brochettes d'œufs, et quand mon atelier était au premier étage, et quand le matin, à 5h du matin, pour partir à Metz, je suis parti chercher la boîte avec les œufs, je me suis aperçu que la boîte était plus large que l'escalier. Et donc là, j'ai pris mes 1000 œufs, j'ai mis la boîte de côté comme ça, et je suis descendu en me disant que j'ai pas le droit de tomber, parce que si je tombe, c'était foutu. Donc, mais c'était très beau ça. C'est bien. Autre installation, cette fois-ci un peu plus ensoleillée, en Toscane,
dans le cadre d'un festival qui s'appelle Festambiente, qui est un peu le festival de plastique des verts italiens, des écolos italiens. Et là, je fais un parasol de plumes avec un hamac d'œufs pour faire des rêves légers. Une autre installation en 2006 en Bretagne, à Étendard, où j'installe un funi vertical sur un étang avec ce joli jeu de reflets entre les lignes d'œufs blancs et rouges qui se répercutent ici en ligne de reflets roux et blanc. Une autre installation, en 2002, au moment du passage à l'euro, j'ai fait un grand boulier pour un espace culturel à Vitry, dans le cadre d'un centre Leclerc, et je fais un grand boulier avec des œufs bleus et des œufs dorés pour matérialiser le chiffre de translation du franc vers l'euro. Et puis quelques années après, même une bonne dizaine d'années après, j'ai gardé les œufs bleus, et puis je vais intervenir dans un arboretum près de Tours avec des œufs bleus, et là je passe sur une sorte de petite passerelle comme ça, et je veux installer sous la passerelle une ligne d'œufs comme ça sur une tige de fer, et pour faire comme une espèce de balancier sur une passerelle un peu délabrée. Et au moment où je prends la ligne d'œuf et je la mets dans l'eau, tout d'un coup je vois cette image, et je vois la forêt les arbres qui se reflètent, et cette ligne d'œuf qui part dans l'eau et qui éclate dans les reflets du ciel et des arbres. Donc là, je tiens la ligne d'œuf, je prends mon appareil photo que j'ai à la main et je fais la photo comme je peux, mais elle est plutôt réussie. Voilà, donc là, on retrouve cette ligne d'œuf ici, et là, il y a un arbre où il y a une fente en haut de l'arbre, un arbre mort, et donc je passe un câble et je tends ce câble et je mets cette ligne cette sorte d'arbre comme ça qui difficile à prendre en photo, mais l'effet en réel était vraiment très saisissant, parce que entre la rugosité et la matérialité du tronc d'arbre et puis la fragilité de cette ligne d'œuf, là c'était vraiment très, très joli. Excuse-moi, et le rond là autour de comment tu fais? Ben là c'est des filles des œufs enfilés sur un fil de fer et puis suspendu autour de la branche, et je l'ai accroché dans l'arbre. Et là, je m'étais beaucoup amusé parce que c'était un week-end dans le cadre de Rendez-vous au Jardin, début juin, c'était en 2013, ça. Et j'avais fait aussi sur un fil de fer un peu rigide, j'avais suspendu une ligne d'œuf qui tombait comme une spirale, comme ça, dans l'étang. C'était vraiment très, très chouette. Alors, je reviens par moments à mes racines physiciens. J'ai étudié en classe prépa au lycée Clémenceau à Nantes, et pour le bicentenaire de ce lycée, je propose une installation que j'appelle l'œuf de bord, et qui est un hommage à la classification de Mendeleïev, puisque donc je dispose des œufs avec là les symboles sur les œufs écrits à lettres A7, là, le zinc, le cadmium, l'argent, l'or, le cuivre, sur une estrade comme ça, avec un lit de sable posé dessus. Donc le travail avec les œufs est un travail à la fois ludique, drôle souvent, et puis très poétique, parce que quand les gens se rendent compte, surtout les installations qui sont un peu en l'air, d'ailleurs c'est la condition pour en faire, parce qu'il il faut pas que ça soit accessible au public, sinon ça ne dure pas. Ça met les gens en général dans un état un peu de sidération, parce que c'est des œufs, donc c'est des vrais œufs, donc ça veut dire que c'est fragile et tout. C'est Je sais pas les talons. Autre installation, cette fois-ci dans le cadre du génie, justement à la Cité internationale des arts en 2014. Le thème est Utopia, et donc je fais une installation à partir d'œufs et de plumes avec un œuf d'autruche ici, une spirale, et puis une espèce de plante comme ça, avec une spirale de plumes qui descend autour de cette structure.
Autre installation. Cette fois-ci, je vais utiliser les œufs blancs et les œufs roux, mais non pas comme un duo blanc-roux, mais comme un système de codage. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ordre des... Là, j'ai assez galéré pour accrocher cette sculpture dans la coursive, enfin, au centre des coursives de la Maison des Arts de Créteil. Et si vous regardez bien, les œufs ne sont pas répartis de façon égale sur les lignes comme ça. Tout simplement, je prends un œuf blanc est un triangle et un œuf roux est un trait ligne et je décris les 64 figures du Viking à travers ces figures comme ça. Comme l'idée, c'est de suggérer un ordre caché, un codage un peu secret que je dévoile pas forcément. Je n'explicite pas forcément le fait que c'est le Viking dans l'installation, mais je joue sur le fait que ici on retrouve une sorte de symbole d'une structure moléculaire comme ça qui serait codée avec des gènes blancs et roux. Je développe encore ce même propos dans une installation qui date de l'an dernier, la Biennale de Land Art d'Andorre, où tout d'un coup je fais un lit de plumes. Le thème c'était que feriez-vous si vous étiez confiné en montagne, et moi j'y avais répondu si les oiseaux volaient, je rêverais avec eux. Et donc j'imagine un lit de plumes avec un ordre particulier de disposition des plumes blanches et des plumes jaunes, et sous un parasol de 16 lignes d'œufs qui sont aussi codées avec les formes uniques. Et les gens qui organisaient avaient eu la bonne idée de faire une très belle lumière, donc c'était il y avait juste un spot au-dessus du parasol, mais ça donnait vraiment la sensation de caresser les plumes et de s'envoler avec les oiseaux qui viendraient s'y poser. À partir de cette idée de codage, je vais revenir dans les 64 figures du Viking, il y en a un certain nombre qui décrivent le cycle des saisons. C'est-à-dire que au solstice d'été, le yang, donc le jour est à son maximum, la nuit est à son minimum. Le jour va diminuer, la nuit va augmenter, on va arriver à l'équinoxe d'automne dans 3 jours, ou dans 4 jours, et là on aura l'équilibre entre le jour et la nuit, en sachant que la nuit monte et le jour descend, et ainsi de suite, on va arriver au solstice d'hiver. Donc c'est dans les 64 figures du Viking, il y en a 12 qui décrivent le cycle des saisons. Et en 2012, pour répondre à un appel à projet de la Maïf pour des projets de sculpture, je fais cette sculpture que j'ai créée à partir de ces figures du Viking, justement, où les traits, les rayons ici figurent la durée du jour et la durée de la nuit plus exactement. On a ici la nuit est à son maximum, et puis là le jour commence à augmenter. Ici aussi un peu, ici on a l'équilibre jour et nuit du printemps, et puis on arrive ici au maximum de jour, et puis là, en juillet, ça recommence, sauf que tout d'un coup c'est le jour qui commence à augmenter. Donc c'est la nuit par contre qui commence à augmenter, donc août, septembre, octobre, enfin avec le mois de septembre, l'équinoxe d'automne, et puis on arrive ici à novembre, décembre, et ainsi de suite. Et donc je transcris ce codage dans cette figure. J'avais déjà exploité ce domaine, ce concept dans une installation faite en Suède dans le cadre d'un hôtel de glace qui s'appelle Ice Hotel, où là j'avais imaginé des colonnes de glace qui étaient plus ou moins évidées, un peu comme ce qu'on a vu faire dans la roue. On a ici la colonne qui est entièrement vide, et puis là ça se remplit, et encore un petit peu plus, et ainsi de suite. Et en face on a la colonne pleine. Et donc j'ai réalisé cette installation, donc comme vous voyez une image ici, dans une sorte d'igloo géant de 7 mètres sur 5 mètres, sur 4 mètres de large et 5 mètres de haut. Avec le charme suédois et la magie qu'ont les Suédois pour le design et la mise en lumière, avec une mise en lumière de cette installation assez féerique. J'ai dormi dans cette chambre une nuit avec des plumes.
Il n'y avait pas de plume, non, mais oui, il faisait frais, il faisait -5, mais j'avais un bon duvet. Et donc, la maquette qu'on a vue tout à l'heure, La roue du temps, je n'ai pas été sélectionné pour le prix de la Maïf, mais j'ai... alors, je vais plutôt revenir... je vais vous... Voilà. Là, vous avez l'explication du concept de la roue, c'est-à-dire que on trouve les 12 colonnes, là, les 12 mois de l'année, et puis en orange, il y a le jour qui est figuré. Donc là, il n'y a pas de jour, c'est un minimum, et puis il croît jusqu'à son maximum, et puis là, c'est la nuit qui croît, et le jour qui diminue. Donc ces figures-là, je les rassemble, j'enlève l'espace, je supprime l'espace qui est entre chaque figure, et je les mets en rond, et j'obtiens cette figure ici, qui donc est qui préfigure ce qui va devenir la roue du temps, puisque en 2018, j'ai le bonheur d'être sélectionné pour pouvoir occuper un rond-point pendant 3 mois dans la ville de Colonie, en banlieue de Genève. Tout d'un coup, j'ai eu, pour des raisons, pour des affaires personnelles, j'ai eu les moyens de financer cette roue, donc j'ai fait fabriquer cette roue, et qui est exposée pendant 3 mois sur ce rond-point, qui est vu par beaucoup de monde, parce que c'est l'entrée de Genève par la rive sud du Léman, donc tous les gens qui sont sur France et qui travaillent à Genève, ils passent là le matin, donc il y a souvent beaucoup d'embouteillages et tout, mais là elle trône là pendant 3 mois sur ce rond-point. J'espère vraiment pouvoir la vendre, et puis là, je ne réussis pas à la vendre à la mairie de Colonie, qui venait d'acheter une sculpture monumentale de Jaume Pensa, donc à 600 000 francs suisses. Donc moi, je ne la vendais que 60 000 francs suisses, donc je ne faisais pas le choix. Donc la sculpture repart chez le fabricant. Une sculpture comme ça, elle fait quand même 3,70 m de haut, elle pèse 1,5 tonne. Donc dès qu'on la déplace, c'est 3 000 à 4 000 euros minimum, parce qu'il faut un camion surbaissé pour la transporter. Donc elle repart chez le fabricant, et là je me demande bien ce que je vais pouvoir en faire. Et puis au miracle, au moment du 2e confinement, je l'ai mis, grâce à Antoine, en vente en ligne sur le site d'Artsper, et une vieille dame belge de 96 ans décide d'offrir à son plus jeune fils pour ses 60 ans une sculpture monumentale. Il tape sculpture monumentale sur internet, il arrive sur ma sculpture et il me fait une proposition d'achat, et la sculpture est installée en décembre 2020 dans une propriété privée à 20 km au sud de Namur, dans la ville de Bioules. Voilà, donc là, une autre vision de cette roue. Elle est en quoi? Pardon? Elle est en quelle matière? Elle est en acier soudé. En acier soudé, laissé brut pour que le temps fasse son œuvre et la patine, ce qui est déjà le cas, parce que c'est bien patiné. Pour vous donner une idée de la taille, là, voilà, vous voyez le camion qui a servi à la transporter. Et puis, vous voyez la dimension humaine, donc elle fait 3 mètres de diamètre. Et le poids? Pardon? Le poids? 1,5 tonne. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il y a une grosse dalle en béton en dessous. Oui, c'est en acier soudé. Oui, non. Pardon? Sinon, voilà, elle fait 3 mètres de diamètre, elle fait 40 cm d'épaisseur, 30 cm d'épaisseur, je crois. 40, je crois. Donc non, puis là, ça serait, ça serait, enfin même au niveau du prix et tout, déjà, que là, quand je l'ai fait fabriquer en 2018, c'était quand même, elle a été installée avec l'installation donc à Colonie, donc elle a été fabriquée à côté de Thonon-les-Bains. Donc c'était pas très loin, c'était quand même à l'époque en 2008, c'est quand même pas loin de 20 000 euros, quoi. Donc je n'ose pas imaginer aujourd'hui le prix avec la flambée des matières premières. Mais bon, voilà. L'acheteuse. Pardon? L'acheteuse. Non, c'est pas l'acheteuse, c'est une visiteuse. Non, c'est pas. Mais c'est juste pour vous donner à voir l'endroit où elle est installée.
Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir un personnage humain à la photo pour avoir l'échelle, quoi. Donc là, effectivement... Elle est chez le fils, là? Pardon? Elle est chez le fils? Oui. C'est-à-dire que la maman habite dans une maison, dans le cadre le frère aîné habite dans le château de Bioul, la maman habite dans le parc du château, elle a des sculptures de Paul Bury dans son parc et tout, donc voilà, c'est une famille qui avait quelques moyens, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et voilà, et pour terminer ce bref parcours et pour boucler un peu avec le titre de l'exposition qui s'appelle L'antre et la roue, comme je l'ai dit dans le petit flyer d'invitation, la roue c'est le temps, rien ne l'arrête, c'est le temps qui tourne. L'antre, c'est ce qu'il y a, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, entre le ciel et la terre, entre vous et moi, entre je et tu, j'ai appelé cette exposition l'antre parce que d'abord j'ai travaillé un peu dans la poursuite de ce motif de la roue. Et puis l'antre, c'est ce qu'il y a aussi entre, en tant qu'artiste, entre l'œil et l'œuvre. C'est-à-dire que, alors Duchamp a dit c'est le regardeur qui fait le tableau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un avant qui fasse le tableau. Mais cet antre, c'est effectivement c'est ce qu'il y a entre l'œil et l'œuvre, entre la présence du regardeur et puis la présence du tableau. Et puis maintenant, presque 10 jours que cette exposition, enfin 8 jours que cette exposition est ouverte, je suis assez frappé par le fait que les gens qui passent, certains sont comme happés par la couleur, par la matière, et tout d'un coup viennent voir et puis réagissent voilà, à l'énergie, à l'amour, à ce qu'il y a à la couleur qu'il y a dans mes tableaux. Et je veux un peu, alors je fais peut-être un combat d'arrière-garde, mais en tout cas c'est un propos que je tiens à souligner. Je trouve que cette dimension de l'émotion devant un tableau, aujourd'hui où le monde est un peu envahi par des déluges d'images, je revendique cette nécessité d'une présence émotionnelle devant des tableaux, devant de la couleur, devant des matières, devant des formes, devant des reliefs, parce qu'on vit dans un monde où le monde est un peu aplati à force d'être mis en image. Et donc, pour moi, l'antre et la roue, c'est dans ce tableau, dans cette exposition, il y a pas mal de roues. Il y a des roues, il y a des cercles, l'idée, c'est que l'antre et la roue, c'est un peu dans l'intitulé de l'exposition. J'ai pas mis l'antre et la roue, j'ai mis l'antre avec ce petit symbole qui s'appelle l'espervette. Vous savez, cette espèce de huile comme ça. Et c'est un peu pour moi, un peu comme quand on parle du yin-yang, ce qui est important, c'est pas le yin ou le yang, mais c'est la barre qui est entre les deux, c'est le slash qui est entre les deux. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'espace qu'il y a entre le je et le tu, entre le je et le nous, entre le soleil et la lune. Et l'antre et la roue, c'est pour moi la conjonction dans cette exposition entre le fait d'avoir affiché un certain nombre de roues, d'avoir exposé un certain nombre de roues, de différentes formes, différentes matières. C'est aussi là, c'est un travail, à peu près toutes les pièces qui sont ici ont été élaborées dans les 3 dernières années au cours des confinements et autres vacations du temps. Et c'est d'exprimer le rapport qu'il y a justement entre cet espace et puis le temps qui demande à appréhender cet espace, le temps du regard, on pourrait dire ça comme ça.